Longtemps considéré comme un pays de stabilité politique, la Côte d'Ivoire a connu le 19 septembre 2002 une grave crise politico-militaire qui a entraîné la partition du pays. Le nord et le centre occupés par la rébellion et le sud protégé par les forces armées de Côte d'Ivoire Fancy. Plusieurs accords ont été signés dans une situation de ni paix ni guerre, et puis est arrivée la crise de 2010 suite à une élection présidentielle, alors que le nord du pays était toujours occupé par les rebelles en armes. Avec M. Niamien Messou, ancien ministre du Travail dans le dernier gouvernement de Laurent Gbagbo, nous allons passer à la loupe le contexte général de cette crise. Bonsoir, Monsieur le ministre. Pour bien comprendre le sujet, nous allons, dans un premier temps, faire l'état des lieux avec le genre de relations que la Côte d'Ivoire avait avec l'ancienne puissance coloniale, qui est notamment la France, de 1945 à l'indépendance. En 1945, la Côte d'Ivoire, c'est un pays avec des grandes plantations de cacao, de café, des grands planteurs donc coloniaux également qui sont installés, mais surtout aussi du travail pratiquement forcé. C'est-à-dire que vous aviez des grands planteurs de la métropole qui utilisaient abusivement les travailleurs locaux. Donc c'est un peu la situation qui prévalait un peu avant la guerre. En France, vous savez que dès le début de la guerre, la France a été laminée. Elle a été laminée, au plan militaire, elle était complètement à terre. Et il y avait une forme de résistance au plan civil. Et donc le gouvernement avait signé l'amnistie, le gouvernement de Vichy, de sorte que, bon, on pouvait parler d'une France occupée. C'est en 1940 qu'un jeune général, le général de Gaulle, en exil à Londres, des studios de la BBC, lance un appel qui va être extrêmement important pour la suite. J'en donne, le 18 juin 1940, j'en donne quelques bribes. Il dit donc à tous les Français, la France a perdu une bataille, mais la France n'a pas perdu la guerre. Des gouvernants de rencontre ont pu capituler, cédant à la panique, oubliant l'honneur, livrant le pays à la servitude. Cependant, rien n'est perdu. Rien n'est perdu parce que cette guerre est une guerre mondiale. Dans l'univers libre, des forces immenses n'ont pas encore donné. Un jour, ces forces écraseront l'ennemi, alors la France retrouvera sa liberté et sa grandeur. Retenez bien ces deux mots, sa liberté et sa grandeur. Ces deux mots auront une importance capitale par la suite. Donc, vous voyez qu'un certain nombre de ressortissants de l'Afrique de l'Ouest, à l'intérieur de laquelle se trouvait la Côte d'Ivoire dans un ensemble qu'on appelait la l'AOF, sont allés aider la France à conquérir la liberté. Et comme le général de Gaulle dit, la liberté et la grandeur. Ils sont tous partis de Dakar, donc on les appelait tirailleurs sénégalais. Mais en réalité, ils sont partis de Côte d'Ivoire, du Togo, de tous les pays de l'AOF. Et même de l'AEF également. Donc, voilà la situation telle qu'elle prévalait. Et c'est en ce moment-là que le général de Gaulle, qui est le responsable de la France libre, se met vraiment à conquérir les esprits, à conquérir des espaces, et prend la tête vraiment de ce qu'on appelle la France libre. Mais autour des années 43, il fait l'analyse que si les choses continuent sans qu'il n'y ait une intervention particulière, la France va sortir très affaiblie de la Seconde Guerre mondiale. Or, pour le général de Gaulle, la France devait retrouver sa liberté et sa grandeur. Pour donc corriger ce fait, le général de Gaulle imagine une conférence coloniale en 1944 à Brazzaville. On parle justement de réajustement de la politique coloniale de la France. Absolument. Il convoque donc une conférence coloniale à Brazzaville en 1944. L'objectif, bien entendu, c'est de faire en sorte que les Africains qui présentent un certain nombre de revendications autonomistes puissent avoir l'impression que la France répond à leurs aspirations. Mais en même temps, la France, de son côté, veut maintenir l'essentiel de ses pouvoirs dans ses colonies.
Donc en 1944, la conférence de Brazzaville, loin d'être une conférence de décolonisation, est une conférence en réalité pour réaliser ce qu'on appelle un réajustement de politique coloniale. En ce qui concerne le contenu, De Gaulle sait que les Africains souhaitent avoir plus d'autonomie. Certains même évoquent la question des indépendances. Et De Gaulle se dit, il faut leur accorder un peu plus d'autonomie que par le passé. Et il imagine que les Africains doivent avoir même des représentants. Donc, au sortir de la guerre, on a ces deux schémas. La France qui maintient l'essentiel, c'est-à-dire son influence sur la monnaie, l'économie, sur toutes les transactions, et même l'enseignement supérieur et la défense nationale. Et les pays africains qui s'en sortent avec la possibilité pour eux d'avoir des représentants. Juste au sortir de la guerre, De Gaulle met en application ce qu'il a promis. Donc la Constitution française qui est adoptée après la guerre prévoit naturellement que des élus africains partent représenter leur peuple à l'Assemblée française. C'est ce qu'on appelle la première constituante. Ils arrivent. Je rappelle que c'est dans ce cadre-là que Félix Houphouët-Boigny a été élu et est allé à l'Assemblée française, se faisant accompagner par un sénateur de la communauté, Étienne Dioma, qui était de Sassandra. Ils arrivent donc à l'Assemblée française. Félix Houphouët, tactiquement, choisit de s'inscrire au groupe parlementaire communiste dirigé par Raymond Barbé. Pourquoi? Parce que c'était le groupe parlementaire le plus puissant. Ce qui lui permet très rapidement de faire voter la loi Houphouët-Boigny. Ce n'était pas sur une base idéologique. Ah oui, très rapidement. Non, c'est une base tactique. C'était le groupe parlementaire le plus puissant. Et donc, très rapidement, il fait adopter la loi Houphouët-Boigny sur le travail forcé et tout. Et donc, c'est une bonne chose. Mais Houphouët ne s'arrête pas là. Houphouët-Boigny imagine qu'il faut créer un grand mouvement d'émancipation et il prend contact avec l'ensemble des élus et projette cette grande conférence-là à Bamako. Mais comme la France reste la France, Marius Mounté, qui est le ministre de la France d'Outre-mer, fait des démarches, des contre-démarches auprès de l'ensemble des élus pour ne pas que ces derniers se rendent à Bamako. C'est dans ce cadre-là que Marius Mounté donne même un chèque à celui que tout le monde respectait, qu'on appelait le doyen, Lamine Gueye. Mais tout cela n'a pas suffi. Le congrès de Bamako a eu lieu malgré les réticences du député Fili Dabo Sissoko du Soudan, l'ex-Soudan donc du Mali. Le congrès a eu lieu sous la responsabilité vraiment de Raymond Barbé qui a dirigé des mains de maître le congrès. Félix Houphouët est élu responsable président du RDA et Émile Derlin-Zinsou est élu secrétaire général. Mais comme Émile Derlin-Zinsou n'est pas communiste, on fait pression sur lui pour que Émile Derlin-Zinsou démissionne. Et en lieu et place d'Émile Derlin-Zinsou, c'est Gabriel Darboussier qui est désigné secrétaire général du RDA. C'est une histoire extrêmement intéressante, mais quelle était donc l'opportunité pour la France de mettre en pratique ce réajustement politique colonial? On va le voir à travers ce qui va se passer après. Au moment où donc, le RDA est mis en place, le RDA crée donc des sections dans l'ensemble des pays de la OEF, mais qui sont extrêmement puissantes. Et la lutte s'engage, effectivement, la lutte des peuples, pour aller à plus d'autonomie. Et en Côte d'Ivoire, c'est l'époque des grands mouvements, avec les événements de Dimokura et Samba Ambroise, de Boaflé avec Zorobitra, d'Abengourou, etc., etc. Malheureusement, et naturellement, le RDA prend de l'avance, puisque le RDA est soutenu par les peuples, malgré toutes les manœuvres de l'administration coloniale. Malheureusement, en 1951, la France désigne comme ministre d'Outre-mer un jeune, François Mitterrand, qui donc rentre en scène et arrive à faire en sorte que le RDA se désapparente d'avec le Parti communiste. Voilà donc un peu la fin de nos illusions. Mais bon, les peuples continuent quand même leur marche pour réclamer plus d'autonomie et aller vers les indépendances. Donc, cela ne suffit pas et les choses avancent, malgré toutes les réticences de l'administration française. Alors arrive un autre moment où la France se dit il faut rattraper les choses. Alors, on réalise ce qu'on appelle la loi cadre. La loi cadre qui est alors un autre réajustement de politique coloniale, qui est donc une forme de décentralisation
qui accorde plus de pouvoir au pouvoir décentralisé. Je rappelle que la loi cadre est la première expérience de décentralisation faite par la France et les textes ont été écrits des mains de maître par Gaston Defferre. Donc il ne faut pas s'étonner que c'est au moment où François Mitterrand arrive au pouvoir en France que Gaston Defferre écrit les textes qui gèrent aujourd'hui la France et qui fait de la France un État décentralisé. Donc la première expérience de décentralisation a été faite en AOF sous la loi cadre. Ceci dit, les choses avancent, les peuples continuent les revendications autonomistes, rien ne les arrête. Et entre-temps, De Gaulle, qui revient aux affaires, fait encore un troisième réajustement des politiques coloniales qui est la communauté franco-africaine qui le propose. Mais la communauté franco-africaine arrive à un moment où les revendications autonomistes sont trop fortes. Il ne peut donc pas s'opposer. Et De Gaulle imagine donc qu'il faut aller à un autre réajustement des politiques coloniales, qui sont les transferts de compétences sans indépendance réelle autour des années 60. Et tous les pays francophones d'Afrique deviennent successivement indépendants. Voilà donc les rapports qui ont géré, les rapports qui ont été entretenus entre la France et la Côte d'Ivoire de la Seconde Guerre mondiale aux indépendances. Alors aux indépendances, c'est une période de graves turbulences au plan des idées politiques. Oui. On a connu les partis uniques, on a connu aussi des dictatures. Quel était juste là, à partir de 1945 aux indépendances, il commence une nouvelle période. Comment la France a géré justement ces indépendances? Ok. Au moment où donc les pays deviennent indépendants, la donne change un peu, mais la France se dit que de toute façon, comme il s'agit d'un réajustement de politique coloniale, il faut se donner les moyens de maintenir l'essentiel de son pouvoir. Donc, l'enseignement supérieur, la monnaie par le CFA, l'économie de façon générale, la défense nationale, tout ceci continue d'être géré par la France. Donc il n'y a pas d'indépendance. Tout ceci continue. Et c'est le sens de ce qu'on a appelé les accords de défense, qui sont en réalité des accords économiques, beaucoup plus que des accords de défense. Donc c'est un peu ça. Mais ce qui est important, c'est qu'au moment où les États qui sont formellement indépendants commencent leur marche et qu'un président donne à penser qu'il va éviter de suivre formellement la ligne directrice de la France, on réalise ce qu'on appelle un coup d'État. On rentre donc à partir de 1960 dans ce qu'on a appelé le coup d'État faucardien, du nom de Jacques Faucard, qui était par derrière. Il y a derrière ce qu'on appelle la France-Afrique. Voilà. Et donc, ça, c'est une période donc des partis uniques et des coups d'État qui se prolonge jusqu'aux années 1990. Mais en 1989, il y a un événement extrêmement important, qui est la chute du mur de Berlin. La chute du mur de Berlin avec donc la mort symbolique des partis uniques que symbolisait l'Union soviétique. Et donc, c'est le retour du capitalisme triomphant et vraiment la victoire du bloc de l'Ouest. À partir de là, souffle donc un nouveau vent en Afrique qui est le vent de démocratisation. Et donc, on observe, la France fait encore l'analyse. Si nous laissons ce vent de démocratisation s'emparer de tous les pays africains sans intervention, nous ne savons pas ce que la France va devenir. Alors, François Mitterrand lance un appel à partir de la boule pour donner l'impression que la France soutient les démocratisations. C'est encore un réajustement de politique coloniale. On rentre dans une nouvelle ère qui est une ère de multipartisme, d'élections pour mettre en place des États nouveaux, si vous voulez, des États entre griffes démocratiques. Mais là encore, lorsque par ce jeu, dans un pays, on élit un président qui commence à mettre en place une politique conforme aux aspirations des peuples, la France se dit, il ne faut pas que les choses nous échappent. Voilà. La France se dit, il faut corriger les choses. Alors arrive un autre réajustement de politique coloniale qui sont les rébellions. Les rébellions sont donc un réajustement de politique coloniale pour ramener sur le droit chemin les présidents rebelles. Où vous situez les programmes d'ajustement structurel dans ce contexte? Les programmes d'ajustement structurel sont en fait un soutien
C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que la Banque mondiale, le Fonds monétaire et tout ça sont des instruments de l'impérialisme. C'est-à-dire que lorsque vous n'arrivez pas, lorsque nous allons arriver sur le cas spécifique de la gouvernance ivoirienne, nous allons comprendre le rôle des programmes d'ajustement structurel dans ce cadre-là. Mais donc nous sommes là à bien montrer que les rébellions sont un réajustement de politique coloniale. Et donc c'est ce que la France utilise, c'est ce que l'Occident utilise pour ramener sur le droit chemin entre griffes les présidents rebelles entre griffes. Un rappel à l'ordre. Oui. Donc, ceci pour vous dire quoi? Que la guerre en Côte d'Ivoire, qui a éclaté en 2002, est en réalité un réajustement de politique coloniale. Voilà donc ce que nous voulions montrer. Maintenant, il faut, si c'est un réajustement de politique coloniale de la France, pourquoi la France a estimé nécessaire de réaliser un réajustement de politique coloniale en Côte d'Ivoire? Nous allons l'examiner à partir de la gouvernance ivoirienne dès 1960. À partir de 1960, donc, Félix Houphouët-Boigny est élu premier président de Côte d'Ivoire. Il met en place une certaine politique. Nous allons voir quelles en sont les orientations essentielles. Houphouët est président. Sa secrétaire principale, Madame Plazané, est française. Son directeur de cabinet, Dinéré, est français. Le secrétaire général, M. Alain Belkiri, est français. Tous les conseils techniques sont français. Et les Français, oui, est français. Et dans tous les ministères, il y a un conseil technique principal qui est en réalité le vrai ministre. On peut en citer quelques-uns. Anne-Marie Desjoly de Cabanon et Michotte à la recherche scientifique, Grégoire à la fonction publique, Feujas à l'éducation nationale, ainsi de suite. Donc voilà le dispositif qui gère la Côte d'Ivoire. Et Houphouët-Boigny gère un État où à chaque conseil des ministres, on demande l'avis de l'Élysée pour voir qu'est-ce qu'il faut faire pour toutes les décisions importantes. Évidemment, on nomme des ministres qui gèrent les affaires courantes. C'est ça la réalité. En même temps, il y a un autre phénomène qui est la gestion de la nation. Était dans la OEF. Et au moment où l'ensemble des pays de la OEF accèdent à l'indépendance, une question se pose. Lorsqu'on met en place le code des nationalités, qu'est-ce qu'on peut faire de ceux qui n'étaient pas des nationaux et qui étaient là à l'indépendance? Bien sûr, cette question-là paraît curieuse puisque certains se disent, bon, ben si l'État de Côte d'Ivoire n'était pas indépendant, donc il n'y avait pas d'Ivoiriens. Mais non, la nation a précédé l'État. Il y a eu des Ivoiriens, la nation ivoirienne a précédé l'État de Côte d'Ivoire. Donc il y avait bien des Ivoiriens, il y avait des Sénégalais, des Maliens, etc., etc. Et dans le cadre de la OEF, certains étaient affectés comme fonctionnaires dans un autre pays. Et Kramathieu, par exemple, se trouvait en Guinée comme fonctionnaire. Donc, c'est ainsi que tous les États de la OEF ont fonctionné. Et lorsque la Côte d'Ivoire met en place encore la nationalité, comme les autres pays, on se dit, il faut donner la possibilité à ceux qui étaient là et qui souhaitent devenir des nationaux de le devenir sans problème. Il y a une procédure. Il y a une procédure. Non, c'est même une procédure simplement administrative. C'est ce qu'on a appelé le droit d'option. Ça a été fait pour le Sénégal un peu partout. Mais la spécificité de la Côte d'Ivoire, c'est que personne n'a, presque très peu, ont profité de ce droit d'option. Mais pourquoi? Mais parce que ça ne servait à rien. Puisque les nationaux et les non-nationaux avaient exactement les mêmes droits, y compris le droit de vote. Donc il n'y avait aucun avantage spécifique à devenir ivoirien. Une deuxième question se pose, il faut qu'on en parle, c'est que certains disent, oui, mais écoutez, avant les indépendances, on était tous français. Non, nous n'étions pas français. Je rappelle que lorsqu'il y a eu, après le vote, la Constitution française, après la Seconde Guerre mondiale, l'Empire français est devenu l'Union française. L'Empire français est devenu l'Union française. Et donc, ceux qui étaient membres de l'Union française n'étaient pas des Français, étaient des sujets français. Il n'y a que quelques groupes. Mais qu'est-ce qu'on appelait assimilés? Oui, assimilés parce qu'il y avait des fonctionnaires auxquels on donnait un statut d'assimilés français. On leur donnait quelques avantages, mais ce n'étaient pas des Français. En dehors de quelques citoyens comme ceux de Rufisque, de Dakar, etc., les autres n'étaient pas des citoyens. Donc cette question-là n'a même pas lieu d'être. Nous n'étions pas français. Ceux qui sont nés avant 1960 n'étaient pas des Français, ils étaient des sujets français.
Ceci dit, sur cette question, la Côte d'Ivoire est gérée de cette façon et Houphouët-Boigny va même très loin en proposant le principe de la double nationalité. C'est-à-dire quoi? Mais les Ivoiriens ont refusé ce. En 1963, bien sûr, Houphouët-Boigny imagine que toute personne qui débarque en Côte d'Ivoire devient automatiquement ivoirien en conservant sa nationalité d'origine. C'est ce projet de loi qui a été rejeté à un fracas par l'Assemblée nationale en 1963. Mais le plus grave, c'est que malgré le rejet de ce projet de loi, la Côte d'Ivoire a été gérée comme si cette loi avait été adoptée. Je vais vous donner quelques exemples. Lorsque vous prenez le Code de la fonction publique, le Code de la fonction publique indique très clairement que pour être fonctionnaire, il faut être ivoirien. Mais en même temps, lorsque vous examinez les pièces à fournir pour devenir fonctionnaire, on a omis exprès de ne pas demander un certificat de nationalité. Résultat, dans notre administration à des postes élevés, vous trouvez des non-ivoiriens. Donc, voilà, la Côte d'Ivoire donc est gérée sous Houphouët par rapport à deux paradigmes. Les paradigmes de gouvernance d'Houphouët sont de deux ordres. Premièrement, il ne faut pas toucher aux intérêts français. De toute façon, c'est la France qui gère pratiquement directement la Côte d'Ivoire. Deuxièmement, la Côte d'Ivoire n'appartient à personne. Évidemment, quel est le lien entre ces deux paradigmes? Si vous voulez absolument piller les ressources d'un pays, il faut faire en sorte que la préférence nationale n'y existe pas. Parce que c'est la préférence nationale qui fait que les gens ont une conscience nationale très élevée et qui fait qu'ils s'opposent à toute forme de pillage de leurs ressources. Mais de toute façon, professeur, les anciennes puissances coloniales ont toujours eu un mode opératoire identique pour déstructurer de façon... Absolument, absolument. Donc, vous voyez comment la France, l'influence française permet d'influencer la gouvernance en Côte d'Ivoire à partir de 1960. Les choses se passent ainsi, mais il faut dire que la Côte d'Ivoire est un État prospère. Un État prospère, premier producteur de cacao, troisième producteur de café. On parle même de miracle ivoirien, du boom ivoirien. Donc, la Côte d'Ivoire est tout à fait prospère, mais ça, c'est jusqu'aux années 88. Jusqu'en 1988, mais une question se pose, Houphouët prend de l'âge. Je rappelle qu'au moment où nous allons à l'indépendance, si Félix Houphouët était fonctionnaire, il allait à la retraite, il avait 55 ans. Donc, en 1988, c'est quand 28 ans après, 28 ans après, il est président de la République de Côte d'Ivoire et les Européens qui exploitent, qui permettent à Houphouët de gérer la Côte d'Ivoire tel que je l'ai signalé, se posent une question. Qui va succéder à Félix Houphouët en maintenant ces paradigmes? Et en ce moment, Houphouët lui-même se rend compte également qu'il faut faire en sorte qu'on n'exploite pas, on ne sous-paye pas ces produits. Et donc, Houphouët se révolte et fait la guerre du cacao en 1988 par la rétention du cacao. Il perd la guerre du cacao. En ce moment, il se rend compte que tous ses alliés occidentaux jurent de le liquider politiquement, économiquement, etc., etc. C'est à partir de là que s'abattent sur la Côte d'Ivoire les programmes d'ajustement structurel. Et c'est donc à partir de là qu'on imagine, dès 1989, les programmes extrêmement contraignants qui font que Félix Houphouët-Boigny est contraint de proposer au peuple de Côte d'Ivoire des réductions de salaire allant de 5 à 15% pour que l'État puisse y faire face. C'est en ce moment-là que la rue prend le dessus. Des organisations syndicales comme celle des cadres de la santé, SINACASI, celle des enseignants du secondaire, SINESI, et celle des enseignants supérieurs, SINARES, prennent le dessus et prennent la rue et disent non. Si vous voulez absolument que nous allions à cela, il nous faut alors démocratiser l'État. Et en ce moment-là, à partir de 1990, c'est vraiment le vent de démocratie, les revendications dans la rue, etc. Et sous la pression donc de la rue, la pression des bailleurs de fonds, Félix Houphouët est obligé de céder. Et donc l'Occident lui impose un homme venu du Fonds monétaire international qu'on appelle Alassane Dramane Ouattara. Alassane Dramane Ouattara arrive sur la scène politique ivoirienne. Mais sur la scène politique ivoirienne, c'est aussi le bouillonnement des partis politiques. Les partis s'installent, etc., etc. Et donc en 1990, il faut quand même aller à des élections. Et Gbagbo Laurent, qui devient donc, qui est le secrétaire général du Front populaire ivoirien, qui est certainement le parti politique sorti en 1990, en tout cas,
le plus actif, se présente contre Félix Houphouët-Boigny. En 1990, on connaît donc ce qu'on appelle une mort symbolique de Félix Houphouët et une entrée dans l'histoire de la Côte d'Ivoire par Gbagbo Laurent, 1990. Et les choses avancent ainsi jusqu'en 1993, au décès de Félix Houphouët-Boigny. Au décès de Félix Houphouët-Boigny, il se passe des choses extrêmement terribles. Alassane Ouattara, qui est arrivé dans un premier temps comme responsable d'un comité interministériel, est nommé par Félix Houphouët comme Premier ministre à l'issue des élections. Parce que je disais tout à l'heure que ces élections-là ont connu deux candidats, Félix Houphouët-Boigny contre l'opposant historique Gbagbo Laurent, et que ces élections ont créé une mort symbolique de Félix Houphouët et une entrée dans l'histoire de Gbagbo Laurent. Et donc après ces élections, Alassane Ouattara, qui a été imposé par l'Occident, est devenu Premier ministre. En 1993, le 7 décembre, Félix Houphouët donc décède. Il faut dire qu'entre 1990 et 1993, c'est les grandes remises en cause. Quelles sont ces remises en cause essentielles? À cause de la réinstauration du multipartisme, le vote des étrangers est remis en cause. Et Alassane Ouattara lui-même, qui arrive comme Premier ministre, pour des raisons financières, instaure une carte de séjour. Il faut dire que ces deux choses, ces deux remises en cause sont très mal vécues par les étrangers. Puisque pour eux, c'était ça la norme, qu'on leur permette de voter et qu'ils aient exactement les mêmes droits que les Ivoiriens. Mais en instaurant la carte de séjour en Côte d'Ivoire, au-delà de l'aspect purement mercantile et financier, est-ce qu'il y a pas notre agenda caché derrière? On finit à l'analyse. Absolument, on finit à l'analyse, à comprendre, on finit par comprendre qu'en réalité, l'imposition de la carte de séjour participait des mécanismes pour créer les difficultés, puisque c'est dans cette même période-là que, on voit sortir la Charte du Nord, etc., etc. Mais enfin, vous voyez que tout cela prépare un certain nombre d'événements. Encore au décès du président Houphouët-Boigny, lors d'un conseil de gouvernement, le Premier ministre Alassane Dramane Ouattara a estimé qu'il était intéressant de saisir la Cour suprême. Mais à l'époque, les dispositions afférentes à l'article 11 n'imposaient pas cette démarche. Donc la Cour suprême a rejeté cette saisine. Il a même saisi l'État français pour savoir quelle interprétation devait-on donner à l'article 11, alors que ça nous paraissait suffisamment clair. Le président de l'Assemblée nationale succède au président de la République. C'est ce qui a été fait. Et donc, à partir du 7 décembre 1993, Henri Konan Bédié, président de l'Assemblée nationale, devient président de Côte d'Ivoire. Il met en place donc sa gouvernance. Mais de sa gouvernance, il y a deux faits majeurs. Le premier fait, c'est qu'il lance une théorie qu'on appelle l'ivoirité. Il s'en a expliqué assez longuement, c'est un concept culturel, etc., etc. Mais certains l'ont interprété comme un moyen pour lui de lutter contre la candidature de son adversaire, Alassane Dramane Ouattara. Donc l'ivoirité est devenue le vrai problème en Côte d'Ivoire. Les médias internationaux, tout le monde, les Ivoiriens sont devenus xénophobes. Mais il faut reconnaître qu'il y a des faits qu'on est obligé d'indiquer lorsqu'on aborde cette question. Je rappelle que lorsque M. Alassane Dramane Ouattara était Premier ministre, il avait un directeur de cabinet, M. Touré Sidia, et un conseiller technique principal, M. Koupachi. Quelques années plus tard, M. Touré Sidia est devenu Premier ministre dans son pays, la Guinée. Et puis, quelques années après, M. Koupachi est devenu ministre des Finances dans son pays, le Bénin, et ensuite Premier ministre. M. Koupachi cherche maintenant à être président de la République au Bénin. Donc, c'est des faits majeurs. Voici un État dont la primature est confisquée par des gens dont la nationalité n'est même pas très nette. Puisque Alassane Dramane Ouattara lui-même, il faut que je vous le rappelle, c'est le seul individu que nous connaissons qui a représenté à deux moments différents, deux États différents dans la même institution, la BCEAO. Il a été vice-gouverneur de la BCEAO au titre de la Haute-Volta, puis gouverneur de la même BCEAO au titre de la Côte d'Ivoire à deux moments différents. C'est quand même un peu curieux. Donc on ne comprenait même pas pourquoi... N'a-t-il pas la double nationalité?
Oh, même le principe de la double nationalité dans le cas de la Côte d'Ivoire ne s'exerçait pas de cette façon. Sur le plan technique, notre code de la nationalité fonctionne un peu comme le code de la nationalité des États-Unis. Donc, on n'admet même pas ce type de code de double nationalité. Lorsque M. Bédié Konaré est arrivé, il a fait un réaménagement au niveau de la présidence. Aux différents postes clés, les anciens responsables coloniaux qui étaient là sous Félix Houphouët-Boigny sont partis. Et donc, je dis, il y a un changement dans la gouvernance qui fait que les Français gardent des privilèges certes très importants, mais ce n'est plus vraiment l'État totalement français comme sous Félix Houphouët. Ensuite, il lance le principe de l'ivoirité qui est un moyen pour lui d'affirmer la question de la préférence nationale. Donc, il bat en brèche le paradigme d'Houphouët selon lequel la Côte d'Ivoire n'appartient à personne. Donc voilà. Et donc, on rentre dans une période assez trouble où, à travers tous les médias internationaux, la Côte d'Ivoire est brocardée. Et à l'intérieur même, entre-temps, M. Diény Kobina avait créé un parti en 1995, le RDR, qui est devenu le parti de M. Alassane Ouattara, qui entend revenu du Fonds monétaire international, etc., etc. Avant cela, il faut rappeler qu'il y a eu un mandat d'arrêt international contre le Premier ministre de la Réunion, Ouattara. Oui, oui, bien sûr, il y a eu des troubles importants et le président Bédié a dû lancer un mandat d'arrêt contre Alassane Dramane Ouattara. Il faut dire que déjà, les rapports n'étaient pas très bons, mais il a lancé un mandat d'arrêt et évidemment, avec tout le bouillonnement que ça donnait en 1999, il y a eu un coup d'État. Le 24 décembre précisément 1999, coup d'État. Donc si on se réfère, lorsqu'il y a eu ce coup d'État, la junte militaire qui a pris le pouvoir était conduite par le général Guy Robert. Pendant un an, il y a eu une transition militaire qui a permis de mettre en place une nouvelle constitution, votée très largement. Et puis, au terme donc, de cette constitution, il y a eu des élections en octobre 2000. M. Gbagbo Laurent, opposant historique, candidat à la présidence, est élu. Mais il faut dire que cela n'a pas été facile, puisqu'au moment où on proclame, où on fait le dépouillement de façon tout à fait régulière, à un moment donné, on se rend compte que M. Gbagbo Laurent a une certaine avance sur le général Guy Robert qui organise les élections. Il met fin donc au dépouillement et à la proclamation progressive des résultats. Et quelques heures plus tard, il s'autoproclame élu président de la République. Ce que les Ivoiriens ne peuvent pas accepter. Les Ivoiriens descendent dans la rue, il y a des morts, il y a eu même plus de 300 morts. Et Gbagbo Laurent est donc installé en tant que président élu à la suite de cette transition militaire comme président de la République de Côte d'Ivoire. Donc il devient président de la République. C'est Dieu qui place les hommes à la tête du pays. Il délègue son pouvoir au peuple. Et quand le peuple s'exprime, nous devons nous incliner. Vox Populi, Vox Dei. Et donc, à partir d'octobre 2000, nous allons voir des phénomènes extrêmement importants. Gbagbo Laurent, l'opposant historique, qui n'est pas tout à fait celui que la France attendait, arrive comme président de la République. Les grands changements s'annoncent. Mais, croyez-moi, c'est vraiment de gros changements. Nous allons y revenir dans le détail. Mais sachez que c'est un mode de gouvernance totalement nouveau, avec donc des principes de gouvernance qui sont complètement différents, des principes de gouvernance, des paradigmes qui sont totalement différents également. Mais les choses sont ce qu'elles sont. En 2002, en octobre 2002, d'abord, il arrive, la première chose qu'il fait, c'est qu'il fait rentrer d'exil Henri Konan Bédié, l'ancien président, et Alassane Ouattara qui était en exil. Il organise un forum de la réconciliation pour que tout le monde se mette d'accord sur un minimum, pour faire redémarrer l'État, indiquant qu'au moment où il arrive, l'État est totalement effondré économiquement, structurellement, l'État est effondré. Il faut rebâtir l'État. Et donc,
Il organise un peu tout cela. À partir de janvier, février, mars 2000, déjà le 7 janvier, une première tentative de coup d'État qui aboutit, qui ne donne pas grand-chose, ce qu'on a appelé le complot de la Mercedes noire. Bon, mais il continue ses efforts. Il continue ses efforts, et il ramène même le RDR qui était complètement en rébellion contre tout le système au gouvernement. Il réalise un gouvernement pratiquement de consensus. Il ramène donc le RDR au gouvernement et c'est en ce moment-là, en août 2002, on pense que tout est bon, tout est très net, quand en septembre 2002, une rébellion éclate. Rébellion gérée par des hommes qui étaient en armes et qui se sont entraînés au Burkina Faso. Nous allons en parler. C'est justement pour comprendre ce qui s'est passé que nous avons fait tout ce long développement. Premièrement, pour faire comprendre ce que c'est que le réajustement de politique coloniale et faire comprendre pourquoi la France a estimé nécessaire de faire un réajustement de politique coloniale en Côte d'Ivoire. D'abord parce que lorsque vous faites l'analyse de bout en bout, vous arrivez à une seule conclusion. La guerre a été faite en Côte d'Ivoire, le réajustement de politique coloniale a été réalisé en Côte d'Ivoire pour revenir au paradigme de gouvernance du fouet, tout simplement. Et donc, il n'a pas été difficile pour ceux qui ont préparé ce coup d'État d'obtenir le soutien des ressortissants d'Afrique de l'Ouest. Puisque quelle est la situation démographique de la Côte d'Ivoire? Vous avez en Côte d'Ivoire une personne sur 5 est étrangère, d'origine étrangère. Aujourd'hui, la population est estimée... On était à 26%. À 23 millions. Bon. Et le quart de cette population est d'origine étrangère, voilà. Ce qui fait à peu près 26%. Bon, on était à 26% d'étrangers à l'époque. 26%. Et donc, la mentalité de tous ceux qui entourent la Côte d'Ivoire, le Burkina Faso, le Mali, les pays francophones en tout cas, est très simple. Comme Houphouët-Boigny a géré selon un paradigme pour lequel la Côte d'Ivoire n'appartient à personne, quand vous interrogez un Togolais, un Burkinabé ou un Malien, pour eux, le Mali est au Malien, le Burkina est au Burkinabé, le Sénégal est au Sénégalais, etc. etc. Mais la Côte d'Ivoire appartient à tout le monde. Voilà le principe de base. Et donc, il n'a pas été difficile pour ceux qui ont préparé ce coup d'État d'obtenir le soutien de tous ceux-là pour lesquels les changements de paradigme de gouvernance en Côte d'Ivoire étaient gênants, puisqu'il fallait maintenir à la Côte d'Ivoire ce statut de la terre qui n'appartient à personne. Donc voilà un peu, premièrement donc, les ambitions de la France et les raisons pour lesquelles la France intervient pour mettre fin à ces paradigmes-là de gouvernance. Et donc à partir de là, de 2002, nous allons voir un peu comment les choses vont. Sous la gouvernance du président Houphouët, l'un des paradigmes les plus importants, c'était que le gouvernement ivoirien était téléguidé, était dirigé depuis Paris. Absolument. Vous l'avez noté, le Conseil des ministres, lors du Conseil des ministres, venait d'outre-mer. Absolument. Est-ce que Laurent Gbagbo a dû réajuster un peu? Lorsqu'on examine bien les choses, le coup d'État de 1999 et le coup d'État de 2002 procèdent exactement des mêmes raisons. Exactement des mêmes raisons. C'est les acteurs qui changent, mais les principes restent les mêmes. Maintenant, Gbagbo arrive, évidemment, il met en place une gouvernance qui n'a absolument rien à voir avec l'étranger. D'abord, pour éviter d'être sous l'influence de l'étranger, alors qu'il arrive dans un pays qui est complètement à terre, comme on dit, au plan financier, M. Gbagbo Laurent met en place un gouvernement qui lance le principe du budget sécurisé, qui est un principe qui veut qu'on ramène les dépenses de l'État à ce qu'on a, et donc à dépendre le moins possible de l'extérieur. C'est déjà une première chose. Deuxième chose, pour éviter le jacobinisme de l'État, Gbagbo Laurent lance la décentralisation. Pour éviter que les ressources se raréfient d'une certaine façon, Gbagbo Laurent lance l'appel à candidature, qui fait que ce n'est pas dans son propre parti, ni dans son clan ethnique qui va choisir les responsables des régies financières, mais ils seront choisis par appel à candidature en fonction de leurs compétences. Le résultat, lui, ne s'est pas fait attendre. Au bout de 2 ans, la Côte d'Ivoire, dans la situation que nous connaissions, avait 2 ou 3 fois le montant de ressources qui étaient collectées avant que Gbagbo Laurent n'arrive. La gouvernance telle qu'elle est abordée
ne permettra pas de revenir aux anciens paradigmes. Bien au contraire, on est en train de s'en éloigner. Et donc, il faut l'arrêter rapidement. C'est le fondement donc de la crise de 2002. Et donc la France qui a attaqué la Côte d'Ivoire, se met en première ligne. Se met en première ligne parce qu'au moment où la Côte d'Ivoire attaquée va à des accords de paix à Lomé, et au moment où donc on est prêt à signer un accord de paix avec les rebelles, la France intervient pour faire arrêter le processus et nous diriger en France, à Marcoussis, pour signer un accord. Mais en réalité, lorsque vous regardez très bien, le principe est le suivant. Nous attaquons un pays militairement pour réaliser un coup d'État. Lorsque ça ne marche pas, nous mettons en place une série de discussions pour réaliser une transition politique. C'est ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire et c'est exactement ce que l'Occident a voulu faire en Syrie. Vous avez vu que lorsque Bachar el-Assad a été invité plusieurs fois à des discussions avec les rebelles, il a dit si nous allons en discussion avec la rébellion, c'est pour discuter de ce qu'on appelle du terrorisme international. Parce qu'on ne peut pas discuter avec des gens qui ont pris les armes contre leur pays d'une transition politique. C'est malheureusement ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. C'est la raison pour laquelle, sous la responsabilité, les auspices de la France, et sous la pression de la France, on a pu avoir ce qu'on a eu. C'est-à-dire des ministres qui étaient à la limite de l'illettrisme, qui rentrent au gouvernement, les postes clés qui sont aux mains de la rébellion, etc. etc. Ça, c'était au sorti de Marcoussis, fin janvier 2003. Et puis les choses continuent. Les choses continuent avec donc la possibilité à tout moment de faire un coup d'État, mais la France veille au grain, puisque la France, première puissance diplomatique dans le monde, met toute son armée, toute sa puissance diplomatique, sa puissance médiatique au service de la rébellion. Et donc on lance des concepts. Des concepts qui sont par exemple les escadrons de la mort, etc. Mais malgré cela, tout le monde en Côte d'Ivoire sait ce qui se passe. Mais comme c'est la France qui a l'initiative des résolutions des Nations Unies, c'est elle qui va et qui dit ce qu'il faut faire. C'est elle qui a attaqué l'État, c'est elle qui a l'initiative des résolutions. Évidemment, rien ne bouge. Le problème, c'est qu'il faut réaliser une négation constitutionnelle du fonctionnement de l'État. Voilà ce à quoi nous avons eu droit pendant 10 ans. Nous sommes au terme de cet entretien. Vous avez de façon générale jeté un regard rétrospectif sur le contexte général de la crise en Côte d'Ivoire. Alors, qu'est-ce que vous voulez qu'on retienne de tout ce que vous avez dit? Nous allons essayer de résumer un peu ce qui s'est passé. Premièrement, à travers les rapports entre la France et la Côte d'Ivoire, nous avons voulu qu'on retienne que ces rapports sont dominés par ce qu'on appelle les différents réajustements de politique coloniale, qui sont un moyen pour les Français de maintenir l'essentiel de leur pouvoir sous les colonies en donnant l'impression qu'ils font droit aux revendications autonomistes ou aux revendications d'indépendance. Ça, premièrement. Deuxièmement, il faut se poser la question de savoir pourquoi la France réalise un réajustement de politique coloniale en Côte d'Ivoire. Nous avons montré que la gouvernance d'Houphouët-Boigny a été réalisée, sous la gouvernance d'Houphouët-Boigny, il y avait deux grands paradigmes. Un, la France gère directement la Côte d'Ivoire. Deux, la Côte d'Ivoire n'appartient à personne. Nous avons bien montré qu'au moment où Félix Houphouët-Boigny tend vers la fin de sa gouvernance, les Blancs, comme on dit, ont un gros problème. Qui trouvaient à la tête de l'État qui maintiennent les mêmes paradigmes. Donc, constitutionnellement, Bédié Konaré arrive, mais il n'est pas exactement dans le même tempo, puisqu'il lance l'ivoirité, qui est un moyen d'affirmer la préférence nationale, et ensuite, il s'attaque, il touche légèrement au mode de fonctionnement de l'État. Donc ça, c'est un problème. Et donc, il met à mal, et les Blancs mettent tout leur dévolu sur M. Ouattara, dont le profil correspond très bien au type d'homme qu'il faut, puisque lui n'est pas un national, donc il n'a aucun intérêt à protéger les intérêts nationaux. Et
on met tout en œuvre pour que M. Ouattara devienne président. Dans ces conditions-là, on arrive au coup d'État de 1999 qui donne une transition militaire qui fait que, après la transition militaire, arrive au pouvoir quelqu'un qui est totalement inattendu, l'opposant historique, Gbagbo Laurent. Et donc, les choses continuent, puisque celui qui arrive n'est pas celui que les hommes et les femmes de l'Occident attendaient. Mais lui, il met en place une politique qui montre très bien que, il ne met pas en cause les intérêts français, mais il met en place une politique pour prendre en compte les intérêts fondamentaux des Ivoiriens. Et ça lui vaut évidemment que la France réalise un réajustement des politiques coloniales en allant monter une rébellion pour l'attaquer. Et comme la rébellion a échoué, le coup d'État a échoué, c'est mué en rébellion, le coup d'État échoue et se mue en rébellion, et donc la France met à la disposition des rebelles toute sa puissance diplomatique et médiatique pour faire aboutir le coup d'État qui aboutit le 11 avril à travers donc ce simulacre d'élection. Merci de nous avoir suivis. Cet entretien est terminé. Je rappelle que j'ai recevais pour vous le professeur Niamey Messou. M. Niamey Messou est donc ancien ministre du Travail dans le dernier gouvernement de Laurent Gbagbo. Bonsoir et merci.